Jacques Mandorla, bonjour. Bonjour Yann-Éric. Merci de me recevoir chez vous. C'est magnifiquement bien, calme, blanc, avec des tableaux. C'est beaucoup naïf, hein? Oui, j'adore l'art naïf parce que c'est très coloré, exotique, et je ramène des tableaux de mes différents voyages à l'étranger. Eh ben, vous avez beaucoup voyagé, dites donc. Beaucoup en Haïti, par exemple, où il y a une très belle école d'art naïf, ou à Bali, où il y a une grande école d'art naïf aussi. C'est pas les pires des voyages, d'ailleurs. Non, c'était très très bien. Dites donc, on se vous voit alors qu'on se connaît. Alors, Allez, on se tutoie, tutoyer, c'est parti. Allez. Aujourd'hui, nous parlons des ondes nocives. Un livre, que dis-je, une étude, une enquête aux éditions Grancher de Jacques Mandorla. Tu as fait 8 mois d'enquête là-dessus? 8 mois de travail, effectivement, 8 mois d'enquête complet, parce que ce sujet, donc les ondes nocives, on va y revenir après, mais c'est pas un sujet anxiogène, hein. Je donne des solutions en disant on est dans un brouillard électromagnétique, il y a des dangers, mais il y a des solutions pour pouvoir s'en préserver. Donc 8 mois de travail à enquêter, à lire des études scientifiques et à interviewer des gens. Donc ça m'a passionné pendant toute cette période-là. Dans les 8 mois, il y a 2 mois d'écriture. Et ça donne un ouvrage de 448 pages, donc c'est une somme importante avec beaucoup d'illustrations. Comme c'est un ouvrage bien travaillé, eh ben j'ai bien travaillé, j'ai pris des notes, j'ai tout noté mes questions. C'est impressionnant, hein, oui. C'est pas anxiogène, d'accord, mais enfin le titre c'est les ondes nocives, donc il y a des ondes nocives, il faut être clair. Oui, il y a des ondes nocives, c'est-à-dire que toutes les ondes ne sont pas nocives, bien entendu, puisqu'on vit avec depuis que la Terre existe, hein, depuis 4 milliards et demi d'années. Les ondes du Soleil, par exemple, ou les ondes telluriques dans le sol, on va y revenir, je pense, sur ce sujet-là, Yann-Éric, après. Donc elles existent depuis très longtemps. Mais depuis un siècle et demi, avec la découverte de l'électricité, il y a des ondes artificielles, on va dire, qui se sont rajoutées. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'appareils électroniques, portables, ordinateurs portables, téléphones portables, fours à micro-ondes, on va en reparler aussi. Ça, ce sont des ondes électromagnétiques fournies artificiellement par des instruments créés par l'homme. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a rajouté des ondes sur les ondes qui existaient précédemment au niveau naturel. Exact. Artificiel sur le naturel, ce qui crée un brouillard électromagnétique, ce que les Anglais appellent, je trouve le mot est très très bien chez les anglo-saxons, électrosmog, le brouillard électromagnétique qui nous entoure. Et le fog, c'est pollution. Et fog, voilà. Alors smog, pollution, brouillard, à surveiller puisque notre santé peut être touchée par ce type d'ondes. Les ondes nocives, donc aux éditions Grancher par Jacques Mandorla, Oui. avec en première partie du livre, alors là c'est parfait, mais quel beau travail de synthèse et de vulgarisation, toute l'historique et toute la création de l'électricité, la découverte avec les grands inventeurs, et l'histoire précise, science physique, de ce qu'est l'électricité, comment ça fonctionne, toutes ces choses qui clignotent et qui font poète-poète. Oui, j'ai voulu faire un chapitre comme ça parce que je me suis dit, on ne peut pas parler des ondes, surtout celles qui sont artificielles, découvertes par l'homme et développées par l'homme, sans rendre justice finalement aux pionniers, aux chercheurs. On peut citer Thomas Edison, Nikola Tesla, Maxwell et beaucoup d'autres, jusqu'à Marie Curie, qui a découvert la radioactivité avec quelques autres. Toutes ces ondes-là, récemment découvertes, sans ces personnages qui ont fait des recherches, au détriment souvent de leur santé, hein. On sait que les Curie ont été irradiés. Parce Ils ne sont pas partis en Inde, les Curie? Parce qu'il y a beaucoup de plats au curry. Ah d'accord, je vois humour, oui. Oui, non, je l'ai placé, c'était noté. Oui, bon, c'est la première et dernière fois, oui, Yann-Éric. D'accord, vous aviez le droit à une, hein, tu as le droit à une. Tu as eu ton joker. Bon, voilà. Donc, oui, elle est morte, elle est morte à cause de... Irradiée, oui. Sans savoir que ces ondes qu'elle découvrait étaient aussi nocives que celles-là. Alors, c'est dans l'invisible que nous sommes, avec des ondes électromagnétiques qui sont plus ou moins nocives et plus ou moins donc négatives pour la santé. Disais-je au début du livre, il y a donc une historique et une explication de ce qu'est l'électricité, entre autres, et de ce qu'elle dégage. Pour faire court, il y a 2 courants électriques, 2 façons de transmettre l'électricité. C'est un courant alternatif ou un courant continu. Exact. Alors ça, je ne savais pas déjà. C'est quoi ça? Alors on vit avec ces 2 types de courants, mais ça remonte effectivement aux années 1870-1880, quand un Tchèque, donc Nikola Tesla, a décidé de venir aux États-Unis et il a trouvé un emploi de jeune stagiaire chez le pape de l'électricité, du courant continu, Thomas Edison.
très connu évidemment, puisque c'est lui qui a développé de toutes les applications du courant continu. Et Tesla a eu une idée en disant, mais c'est très compliqué votre histoire, disait-il à Edison, vous voulez amener le courant sur des longues distances et donc il faut énormément de transformateurs sur le circuit, parce qu'autrement le courant perd de l'intensité et pour le mener sur des centaines, des milliers de kilomètres, il fallait placer des centrales électriques, des transformateurs. Or Tesla a dit mais il y a un autre moyen et il a découvert le courant alternatif, c'est-à-dire qui change de cycle régulièrement et qui permet à ce moment-là d'être transporté sur beaucoup plus de distance. Mais ça a opposé ces deux personnages au point d'ailleurs qu'ils se sont fâchés et que Tesla a foncé chez le concurrent de Thomas Edison, Westinghouse. Uh-huh. Et nous, en France, on a acquis quoi comme système ? Tous les pays ont le courant continu principalement, mais le courant alternatif sert dans certains types d'utilisation. Tout le monde utilise les deux types de courant. Ah, d'accord. Sachant que le plus dangereux est quand même le courant alternatif, parce que l'intensité est plus forte. Les événements qui arrivent sur notre corps humain, c'est-à-dire défibrillation, atteinte sur le cœur et autres, quand on prend une décharge de courant continu, c'est légèrement moins dangereux que le courant alternatif qui donne plus fort par rapport à une intensité moindre. Donc le courant alternatif réagit beaucoup plus vite, notre corps humain réagit beaucoup plus rapidement avec des effets néfastes sur le courant alternatif. Ah, mais on doit vivre avec les deux. Puisque... Bon. Et nos prises de courant là, chez nous, dont il faut apparemment se méfier, on y reviendra, c'est de l'alternatif ou c'est du continu ? Alors c'est de l'alternatif, donc c'est du 50 Hz et 60 aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a 50 allers-retours d'oscillation par seconde dans le système. En gros, du plus qui est envoyé, du moins qui est revenu, du plus c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle alternatif. Il passe d'un côté à l'autre en oscillation. Donc... J'ai compris, Jacques Mandorla, c'est parfait. Voilà. Alors, il y a déjà, après cette présentation historique et scientifique de l'électricité et des autres champs magnétiques, il n'y a pas que l'électricité, il y a une question qui se soulève, c'est cette histoire de branchement à la Terre, de vérifier que nos lampes de chevet, pour notre bonne santé, soient bien dans le bon sens. C'est-à-dire que si c'est du courant alternatif, même si on ne l'a pas allumé, il pourrait y avoir des champs électromagnétiques qui s'en dégageraient et qui seraient mauvais pour notre santé. Oui, alors ça, Yann-Éric, c'est une chose que j'ai découverte en faisant mon enquête, puisque j'ignorais complètement ce phénomène. J'étais persuadé, comme tous les Français, je pense, que lorsqu'on branche donc une lampe de chevet dans sa chambre et qu'on lit un livre, et puis qu'on éteint ensuite par l'interrupteur cette lampe, on dort tranquillement et il n'y a pas d'émission de champ électromagnétique de cette lampe puisque j'ai coupé le courant, le contact. Or, il apparaît que selon qu'on est branché dans un sens ou dans l'autre par hasard, puisque personne ne fait attention à la façon dont on branche les deux fiches dans la prise murale, eh bien le courant soit il passe ou il ne passe pas. On peut avoir éteint la lampe et que le courant continue de passer. Donc le champ électromagnétique continue d'émettre alors qu'on dort. Et là, on est, en plus notre tête est tout près de la lampe de chevet, dans un champ électromagnétique assez puissant. Le champ électromagnétique, c'est le fil, c'est pas la lampe. C'est entre la prise et le fil. Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux, oui, absolument. Alors, quand on parle de champ électrique, d'ailleurs, je voulais rappeler une chose, parce que tu as parlé de magnétique aussi, champ magnétique. Dès qu'on crée un courant électrique, il y a création d'un champ magnétique, obligatoirement. Le courant crée un champ magnétique en plus. On pourra le mesurer tout à l'heure avec ce type d'appareil qui mesure champ électrique et champ magnétique séparément, mais on peut mesurer que les deux peuvent cohabiter. Ah, mais c'est quoi cet appareil ? On va en parler tout de suite. Alors vous avez une pince, parce que pourquoi ça, c'est chaud ? Non. Non, en réalité, cet appareil est un appareil de professionnel que j'ai utilisé pour tester tous les appareils domestiques dans différents espaces comme chez moi et puis dans d'autres endroits. Donc, simplement, il mesure le champ électrique et le champ magnétique. Mais c'est celui qui est page 71, là, qui vaut 200 € et des brouettes celui-là vaut plus cher parce que c'est pour les professionnels. D'accord. Il y a des appareils, celui-là vaut à peu près 500 €. Il y a des appareils à moitié prix, moins sophistiqués que cela, mais qui permettent quand même de savoir si on a un champ électrique ou un champ magnétique nocif, dangereux, chez soi ou pas. Voilà. Et ça marche à pile ?
Ça marche à pile et ça donne des couleurs vertes si le champ n'est pas dangereux. Et si ça monte à l'orange ou au pire au rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, mauvais branchement, mauvaise prise électrique, système pas aux normes, etc. C'est mauvais pour la santé donc. Absolument, parce qu'il y a des champs électromagnétiques à ce moment-là qui se promènent et qui sont trop dangereux qu'il faut appeler un électricien, je pense. Hein. Alors c'est Gigahertz Solutions, c'est le ME3830B, analyseur, et ça vaut combien quand même? Alors à peu près 500 €, c'est un appareil allemand. Hein, et en plus c'est allemand, c'est pas français. Allemand. Les Français n'arrivent pas à faire ce type d'appareil, ou en tout cas pas aussi perfectionné, donc il faut l'importer d'Allemagne. Donc bon, vous n'avez pas d'action dans la société, aucune, moi non plus, mais petite question sur cet instrument barbare, puisque allemand, toc, ça marche à pile, les piles elles font pas des interférences pour capter? Non, parce qu'elles sont enfermées dans une cage de Faraday, donc tout est prévu. Oui, on ne mesure pas l'émission de la pile. Par contre, tu poses la question de la pince. Oui. La pince, c'est simplement que si on tient l'appareil là il n'est pas encore, je ne l'ai pas mis en marche, mais si je le tiens comme ça, le corps électrique, notre corps a fourni d'électricité et ça amplifie la mesure du champ électrique. Ah oui. Donc, pour ne pas le toucher, pour ne pas fausser les données, je reste à distance. Donc là, avec cette distance de 30 cm à peu près, il n'y a pas d'interférence. Mon corps ne fait pas changer les chiffres. Alors, question toute bête, mais c'est normal, c'est ma marque de fabrique. Oui. Et surtout, à la fin du livre, il y a des interviews de personnalités que tu as rencontrées un peu plus branchées élévation, hein, des géobiologues, des magnétiseurs, des numérologues, des tarologues. Oui. Est-ce que avec cet instrument-là, on pourrait capter le champ du magnétiseur qui serait un peu plus fort que... Non, c'est pas à ce point-là aussi précis. Ça, on ne le mesure pas comme ça. Là, tous les personnages que tu as cités et dont on va parler tout à l'heure sont des personnages qui donc réagissent en géobiologie par leur ressenti, avec ou non des outils, un pendule, une baguette, parfois que les mains. Par contre, là, ça mesure franchement des champs électromagnétiques scientifiques. Donc vraiment une émission de champ. Fort, quand même, c'est fort. D'accord. Oui. Alors, on reparlera de ces personnalités tout à l'heure. Oui. Il n'empêche que, est-ce qu'on peut les mettre dans la même case de tous ces nouveaux électrosensibles? Parce que la base du livre, c'est ça. Si vous êtes électrosensible, il faut le lire, les ondes nocives, pour aller mieux. Et puis, c'est aussi faire attention parce qu'on risque tous de devenir de plus en plus électrosensibles. C'est un peu ça. Yann-Éric, là, tu poses un sujet passionnant parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes dont les médecins généralistes n'arrivaient pas à identifier l'origine. Souvent, c'était vous êtes fatigué, je vais vous donner des vitamines, ou alors vous êtes spasmophile, ce qui est souvent un diagnostic peu précis et on ne sait pas à quoi ça correspond. Or, depuis les travaux d'un cancérologue français, Dominique Bellepomme, qui depuis quelques années, depuis 2009, rencontre énormément de personnes dites électrosensibles, on a pu identifier vraiment des caractéristiques communes à ces personnes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2%, d'après Dr Bellepomme, de Français qui aujourd'hui ont des troubles des ondes électromagnétiques, électrosensibles. Ça se manifeste par quoi? Maux de tête, acouphènes, c'est-à-dire vibrations dans le système auditif, tremblements, picotements dans les mains, aux extrémités, pieds aussi, etc. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, trouvent enfin quelqu'un qui comprend ce qu'ils ressentent. Parce que j'en ai interviewé plusieurs qui disaient c'était dramatique, je souffrais, mais mon médecin me donnait quasiment rien en me disant reposez-vous, vous êtes fatigué. Mais les troubles continuaient toujours. Je cite un exemple dans le livre parce qu'il était très spectaculaire. Une dame que j'ai interviewée à la retraite habite au premier étage d'un immeuble. Elle n'avait aucun problème, tout se passait bien. Et du jour au lendemain, elle a commencé à ressentir des troubles, donc maux de tête, tremblements, frissons, acouphènes. Donc elle va voir un médecin généraliste qui n'a pas compris de quoi il s'agissait et elle voit dans une revue que le docteur Bellepomme s'intéresse à ces cas-là. Bien qu'il soit cancérologue, il s'est spécialisé aussi dans les électrosensibles. Et le docteur Bellepomme lui dit « Mais est-ce que quelque chose a changé chez vous ?» Alors elle dit « Ben non,
Rien, j'ai pas. Est-ce que vous avez acheté une nouvelle télévision? Est-ce que vous avez un ordinateur avec Wi-Fi? Elle, c'est une dame âgée qui n'utilise pas ce type d'électronique. Elle a dit non. Et tout à coup, elle se souvient que depuis quelques jours, enfin depuis quelques semaines, au moment où elle allait voir le docteur Bellepomme, après avoir pris rendez-vous, eh bien, il s'est passé que au rez-de-chaussée, le commerce qui existait avant, qui était un commerce de textile, a été remplacé par des vendeurs de téléphone, la téléphonie. Et les gens qui sont dans la téléphonie utilisent le Wi-Fi à fond 24 heures sur 24. Et les troubles ont commencé là. Donc elle était sensible au champ électromagnétique de la Wi-Fi. Sans le savoir. De son voisin, et ça passe évidemment avec les murs, puisque la Wi-Fi classique, c'est à peu près 100 mètres de portée, donc elle était à 3-4 mètres au-dessus, et la WiMAX qui se développe de plus en plus, c'est 1500 mètres. C'est-à-dire qu'on peut capter les ondes électromagnétiques de certains ordinateurs à 10 blocs de chez vous. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je disais sans le savoir, il n'y a pas eu d'effet nocibé. C'est-à-dire que c'est pas en sachant qu'il y avait la boutique en dessous qu'elle s'est fait... non, c'est après coup, quand le docteur Bellepomme lui a posé des questions pour essayer d'identifier. Il s'est rendu compte de ça. Il s'est rendu compte. Donc, nous avons un souci d'électrosensibilité de plus en plus intense. D'ailleurs, il y a un témoignage de l'une des amies d'élévation, parce que j'avais annoncé notre rendez-vous. J'ai lu ce témoignage passionnant. Vite fait. Allez, Bernadette. Merci, Bernadette. Alors, l'hiver dernier, j'ai changé de fournisseur d'accès Internet. Le nouveau FAI... Je lis ce que nous a écrit Bernadette, c'est un témoignage de plus. Le nouveau FAI m'a conseillé d'installer des boîtiers CPL dans mes prises électriques pour pouvoir regarder des émissions de télé en replay, des films, etc. Enfin, le truc habituel des commerciaux. J'avais une simple connexion filaire Ethernet avec mon petit transformateur dans la prise électrique avant dans mon ordinateur. Et une fois que j'ai installé le bazar, et il m'a fallu peu de temps pour faire le lien avec mes malaises. Elle a eu des maux de tête, des migraines, des douleurs dans la nuque, des vertiges, des trous de mémoire, des difficultés d'élocution, des douleurs articulaires, des insomnies, des fatigues permanentes, des dépressions, des migraines, tout ça alors qu'elle n'utilise même pas de portable. Et donc elle est allée voir dans les lieux où il y avait des ondes Wi-Fi, la poste, la médiathèque, une salle de cinéma, et elle en passe. Et elle a compris que c'était lié à ça, à une puissance supérieure de diffusion pour que nos instruments fonctionnent mieux et plus rapidement. Notre pauvre personne au niveau de la santé va pas mieux. Bon, j'ai dû le corps, mais elle trouve dommage qu'il n'y ait plus de zone blanche parce que franchement, elle aimerait bien s'installer là-bas. Et puis, elle parle aussi de géobiologie et de géobiologues qui peuvent aider à aller mieux. Je termine avec son témoignage en soulignant qu'elle est hyper contre le fameux compteur Linky. On en reparlera. On en reparlera, absolument. Ce témoignage, Yann-Éric, est très intéressant de Bernadette, parce qu'il rejoint, il corrobore tous ceux que j'ai rencontrés, enfin tous les témoignages que j'ai recueillis moi dans mon enquête pour mon livre. Et quand j'ai étudié ce qu'a fait le docteur Bellepomme, il a découvert que finalement tous ces troubles sur les électrosensibles viennent de la baisse du flux sanguin dans le cerveau. Les gens qui sont perturbés par les ondes électromagnétiques ont un flux sanguin plus faible dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène dans certaines cellules. Et c'est ça qui crée les troubles. Il n'y a qu'à faire du sport. Ça pourrait aussi, mais c'est pas suffisant. Et j'ai fait faire aussi la préface du livre par le docteur vétérinaire Michel Klein, qui lui a donné une autre hypothèse que je trouve intéressante. Il se demande si c'est pas un excès de ferritine dans le sang, toujours, donc un excès de fer, qui donnerait donc les symptômes d'électrosensibilité chez les gens. Parce que, évidemment, le fer étant un métal, l'électromagnétisme perturbe ce type de métal qu'on a dans le sang, dans toutes les cellules du sang. Alors le docteur Bellepomme a trouvé une solution. Il soigne à peu près 70% des électrosensibles à ce jour. Donc un taux de réussite très important. Qu'est-ce qu'il fait pour les soigner? Il donne des antioxydants, essentiellement des vitamines C et E. Il donne des antihistaminiques. Il donne des vitamines D, B1, B6 et beaucoup d'oméga 3. Et avec ce cocktail de traitement, 70% des gens perdent les symptômes d'électrosensibilité et se retrouvent très bien sans rechercher, comme Bernadette, une zone sensible. Peut-être il faudrait déjà qu'elle teste cette chose-là avec son généraliste en lui en parlant. Elle pourrait peut-être éviter d'aller, comme font certains, dans une ferme abandonnée dans la montagne. Ou dans une grotte. Ou dans une grotte, ce qui est encore pire. Oui, mais dans votre livre, Les ondes nocives, oui. Aux éditions Grancher, et pof, j'ai replacé. Ah oui, c'est bien, c'est gentil. Je te remercie, Yann-Éric. Il y a des astuces pour que ça aille mieux sans prendre de substances
substitut de vitamines. Il y a aussi à remettre correctement l'installation électrique dans son habitat. C'est un minimum déjà. Ah, absolument, on a parlé de la prise de terre, les fiches, les Oui, prises. et on a parlé du courant alternatif. Alors, Bon, on revient sur nos lampes de chevet. Oui. Ah, parce qu'on a fait un grand tour, là, comme ça. Nos lampes de chevet, donc, même éteintes, elles peuvent dégager un courant électromagnétique. Absolument, C'est ça. Bon. oui. Et on ne le sait pas, et c'est mauvais pour notre santé, surtout si on reste 8 heures au dodo à côté. Et pour savoir si on a bien branché la prise des deux fiches dans le bon sens et pas dans l'autre, On a une chance sur deux, mais encore faut-il avoir la bonne position. pour le savoir, puisque c'est invisible et qu'on ne le sait pas, il y a des tournevis Qu'on trouve dans le commerce, hein, je pense. d'électriciens. Alors qu'on trouve dans le commerce. Il n'y a qu'à lire mon petit texte que j'allais de mésaventures pour essayer de trouver Ah bon, un tournevis. C'était compliqué à Oui, trouver, parce alors que, enfin, non, mais il n'y a qu'à lire, mais quand on dit à quelqu'un qu'on veut mettre un tournevis dans une prise de courant, on est mal vu déjà. C'est parce que- On se dit, celui-là veut se suicider, hein. Il veut se faire électrocuter Bon, tout seul. Donc là, concrètement, on prend un tournevis d'électricien. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai tournevis, c'est un tournevis où il y a un petit bouton au bout et une petite lampe à l'intérieur. Donc le manche est transparent. Bref, un tournevis d'électricien. Comment Oui. ça s'appelle exactement? Tournevis testeur. Testeur, voilà. Électrique, voilà. Très bien. Vous n'avez pas à faire Il n'y a aucun risque là de s'électrocuter. il n'y a aucun risque. Si on appuie un peu trop fort, peut-être qu'on met le doigt dedans aussi, je sais pas. Bon, enfin, on y va donc avec parcimonie et précaution. Et si jamais ça s'allume, c'est que le courant passe, électromagnétique passe. Si ça ne s'allume pas, c'est que c'est bon, dans le bon sens. Ça peut que faire du bien pour éviter ce mauvais branchement de courant Qui alternatif. crée des champs électromagnétiques invisibles alors qu'ils émettent. Ils sont là, ils sont présents et on ne les voit pas. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Et tu parlais du docteur Bellepomme, Oui. auquel je ne ferai aucune allusion rigolote pour Oui. le nom. Non. Non. Il est cancérologue, ça laisse sous-entendre que Cancérologue, quand oui. même le cancer, ça peut s'attraper avec ce genre de truc électrique. Alors, il n'a jamais fait de corrélation entre les deux. Par contre, moi, j'ai regardé, j'ai lu un certain nombre d'études, essentiellement anglo-saxonnes d'ailleurs, mais on voit qu'il y a des troubles de cancer, on va en parler tout à l'heure, mais par exemple des leucémies, cancer du sang, apparaissent très fortement chez les gens qui vivent longtemps, mais sous les lignes à haute tension, hein, c'est-à-dire plus de 68 000 volts, plus de 200 000, plus de 400 000, où là il y a des champs électromagnétiques très puissants, et il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement parce que leur maison était plantée sur un terrain où il ne se passait rien, et tout à coup on est venu mettre des lignes à haute tension au-dessus de leur tête, et donc à partir de là, vous êtes sûr qu'au bout de 10 ans, Il y a leucémie et compagnie. disons le risque est augmenté de façon exponentielle. Et puis les maisons sont moins chères à côté des, Là, vous perdez. des transformateurs électriques monstrueux. Là, Alors comme là, la valeur de la maison chute, effectivement. ça. Ouais, ouais. Donc il y a quand même danger auprès des lignes à haute tension. Il faut Oui. savoir aussi que dans certaines bourgades huppées, les lignes à haute tension sont enterrées. Au Vésinet, par exemple, dans les Yvelines, il y a certains endroits où il y a des lignes à haute tension qui passent sous les maisons, mais on ne le sait pas, c'est caché. D'où l'intérêt de votre bédule, là. Ah oui, ça permet de le mesurer. Ah bah absolument. oui, alors comment il s'appelle déjà c'est donc Gigahertz Solutions ME3830B, un M/E analyseur. Bon, Oui. vous cherchez sur Internet, parce qu'on ne va pas faire de la pub, Non. on récupère même pas 5% sur la vente, alors c'est vous dire. Zéro, oui, zéro. Alors, ce qui est 20 sur 20, c'est votre livre Les ondes nocives, Merci. de Jacques Mandorla, chez Grancher. On avance. L'idée de faire ce livre, c'était quand même à la base de réactualiser ce que vous aviez écrit, l'ABC de la géobiologie. Donc c'est encore lié à la géobiologie. Alors attention, en réalité, l'idée est venue de comment Grancher, l'éditeur Grancher, me dit il y a un ABC de la géobiologie que je n'ai pas écrit, hein, qui a été écrit par une autre personne, et il voulait réactualiser ce livre de 91, je crois. Moi, dans la collection ABC, j'ai fait ABC de l'hypnose, ABC du magnétisme, ABC de la radiesthésie déjà pas mal. avec Jean-Louis Crozier. Et donc là, j'ai dit non, mais ABC de la géobiologie, demandez à l'auteur de l'actualiser. Moi, c'est pas à moi de réécrire un livre qui a déjà été fait. Il y avait de la tension entre l'auteur et vous? Ah, j'ignore. C'est Non, pour non. faire un jeu de mots, tension. Tension. Ah oui, d'accord, par rapport aux ondes électromagnétiques. Oui. Ma réaction, c'était de dire la géobiologie, c'est bien, mais c'est pas suffisant, puisque les ondes telluriques, en gros, c'est ça, hein, la géobiologie, c'est l'étude des ondes telluriques. Aujourd'hui, il y a toutes les ondes artificielles dont on a parlé, four à micro-ondes, téléphone portable, ordinateur, antenne relais, éolienne, tout ça, on va en reparler. Il faut absolument rajouter toutes ces ondes artificielles qui nous entourent et étudier objet par objet le danger ou le non-danger donc, qui existe par rapport à ça. Donc j'ai dit qu'il faut faire un livre totalement original, Oui. ce qui est le cas. C'est le cas.
Tu j'espère. reprends les différentes possibilités dans un sens et les différentes inquiétudes dans l'autre. Voilà. Voilà, c'est plus large que la géobiologie. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire confiance à un géobiologue? C'est pas scientifique quand même. C'est pas scientifique, ce sont des gens qui ont du ressenti, mais moi j'en ai fréquenté pas mal. On en reparlera, c'est On en avec les reparlera personnes. après. Oui. Donc c'est intéressant. J'ai traité la géobiologie de façon importante. J'ai interviewé des spécialistes, on va y revenir aussi, y compris en tarot, numérologie et géobiologie. Et puis j'ai aussi traité du feng shui, qui est donc pour moi la géobiologie à l'orientale. Hein, ça fait 6000 ans que les Chinois utilisent le feng shui, c'est-à-dire le vent et l'eau. Et donc ça rejoint un peu toutes ces théories, mais j'ai voulu aller plus loin au côté scientifique, donc de toutes les ondes artificielles. Parler du feng shui, bien entendu, c'est millénaire. Les Chinois ont tout inventé, même la poudre. Et même la boussole, donc on est déjà dans la mesure des champs magnétiques. Oui. Ils sont aussi très superstitieux. Oui, très. Alors dans le feng shui, il y a beaucoup de superstitions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu du mal d'ailleurs à pouvoir rattacher le feng shui à des hypothèses scientifiques de différents chercheurs, parce qu'on est plus dans un phénomène de croyance, de foi par rapport à... Du qui se promène, Exactement, etc. donc par rapport à nous, occidentaux, très scientifiques et rationnels. Donc ce sont deux écoles qui se complètent, on va dire. Avec le gigahertz analysateur, on ne va pas retrouver le feng shui qui passe ou le qui se promène. On se retrouve dans la deuxième partie en compagnie donc de Jacques Mandorla pour parler des ondes nocives aux éditions Grancher.